Bonjour tout le monde, 15h14, on commencera dans une minute avec la dernière conférence de la journée qui nous sera présentée par Bertrand Labasse de l'Université d'Ottawa. Et voici Bertrand Labasse. Bonjour Bertrand. Alors, 15h14, on va encore attendre une petite minute si jamais des gens se branchent seulement pour le début. Là, j'ai 15h15. Alors, c'est pas... Oh mon Dieu, déjà, l'écran est déjà partagé. Alors, merci beaucoup, Bertrand Labasse de l'Université d'Ottawa au Canada. Et c'est lui qui va nous parler du discours institutionnel face aux défis de la communication contemporaine. Merci, Bertrand. Bonjour ou bonsoir. C'est l'histoire de deux gars dans un ballon perdu quelque part. La nuit tombe et ils s'approchent d'une montagne où ils aperçoivent enfin quelqu'un et ils lui demandent « Où est-ce qu'on est ?» Le gars les regarde, il s'assoit, il réfléchit, il leur dit « Vous êtes dans un ballon !» Et l'un des naufragés se tourne vers l'autre et dit « Encore un rédacteur administratif. C'est très exact, très direct, très clair et tout à fait inadéquat. » Évidemment, c'est très injuste. Parce que 20 ou 30 ans auparavant, ce qu'ils auraient entendu, c'est « D'après les éléments disponibles, il apparaît que vous vous trouvez dans la nacelle d'un aérostat. » On voit donc que la communication administrative a connu d'immenses progrès au cours des dernières décennies. C'est cette évolution, mais aussi son avenir, que je vous propose d'interroger. On a pour ça, pour son point de départ, une auto-histoire extrêmement développée, quoique assez complaisante, qui permet d'en repérer des caractéristiques plutôt curieuses. D'abord, le fait que c'est une génération spontanée qui semble apparue dans les années 70 et qui semble être apparue un peu partout en même temps, en particulier dans les pays anglo-saxons. Ensuite, qu'elle recouvrait des motivations assez différentes, qui allaient de l'efficacité de la gestion des organisations jusqu'à des préoccupations de citoyenneté et de civisme. Et surtout des directions extrêmement différentes qui sont survenues apparemment, qui se sont exercées apparemment au même moment. Une impulsion du bas vers le haut qui serait partie des organisations de consommateurs et des citoyens, une dynamique horizontale au sein du champ juridique et enfin une impulsion descendante de la part des pouvoirs publics. On connaît par exemple toutes les instructions des présidents successifs des États-Unis à ce propos. À ceci se sont ajoutés les rapports avec des champs voisins, eux aussi en fort développement, la gestion des communications internes des entreprises, de la communication externe, la rédaction technique des manuels, les interfaces informatiques, etc. Tout ça forme une mouvance un peu curieuse, très diffuse, mais il est d'autant plus surprenant de constater que toutes ces impulsions ont convergé vers un point de départ à peu près analogique qu'on pourrait appeler l'idéologie textocentrique ou l'idéologie du code. D'abord, dans son objet, c'est le langage qui est en jeu. Il faut lutter contre le jargon, d'où les appellations plain language, langage clair et simple, et une volonté unidirectionnelle, du haut vers le bas. Il faut transmettre le message. C'est aussi une idéologie de la transmission. Elle a obtenu des effets tout à fait remarquables, dont on a eu quelques illustrations, par exemple, ce matin, et qu'on peut tous constater, qui ont été directs par les cours, les séminaires, les formations, mais aussi indirects par le sorte de vague qu'elle a créée. Elle a également soulevé de très nombreuses critiques qu'on ne va pas prendre le temps de résumer ici. Elles sont relativement connues, mais on y reviendra brièvement. Dans un second temps, on pourrait appeler ça le second temps, oui, de la simplification administrative. On s'est un petit peu dégagé des préoccupations textocentriques, de la croyance que le sens était dans le texte et que si on simplifiait l'énonciation du texte, on convoirait mieux, plus facilement le sens.
On en voit la trace là aussi un peu partout. Par exemple, dans la définition internationale de référence adoptée par l'IPLF en 2014. C'est déjà très difficile, parce qu'autant il est facile de simplifier un texte, comme chacun d'entre nous le sait, autant il est très difficile d'adapter un texte à un lecteur qui est quelqu'un de diffus et dont les motivations, les processus sont profondément multifactoriels. Alors, à ce stade, j'avais prévu à l'origine de vous présenter une petite étude de corpus sur des guides de rédaction dans 3 contextes francophones, la France, le Canada fédéral et la province de Québec, à 2 périodes de cette évolution. J'y ai finalement renoncé parce que j'ai réalisé que ça m'aurait pris beaucoup trop de temps, et je suis très heureux d'y avoir renoncé, puisqu'on a eu ce matin un remarquable exemple dans le cas de la Belgique qui justement n'était pas dans le corpus considéré, mais ça revient un peu au même. Donc oublions cette chose-là et revenons à la définition et aux problèmes qu'elle pose, et qui nous parlera des problèmes qu'elle va poser. On voit dans cette définition 2 ambitions nouvelles, et les 2 sont assez compliquées. La première, c'est comprendre. Permettre à un lecteur de comprendre, c'est déjà savoir comment un lecteur comprend un texte. Apparemment, d'après tout ce que j'ai pu voir à présent et qui reproduit une précédente étude que j'avais faite vers l'an 2000 sur 50 manuels de rédaction, on ne dispose d'aucune connaissance à peu près cohérente, solide et conforme à l'état des recherches en psychologie cognitive sur les processus de compréhension. C'est un peu ennuyeux quand on se propose d'aider les gens à comprendre. Voilà quelques exemples. On trouve un peu partout, d'après des études, Dieu sait quelles sont ces études, elles ne sont pas citées, il semble qu'une phrase devrait avoir en moyenne 15 mots, d'autres comme moi ont remarqué ce genre d'affirmation. C'est extrêmement discutable psychologiquement, peu importe. Et la plus révélatrice, c'est sans doute la mention la plus scientifique, entre guillemets, que j'ai pu trouver dans le corpus, c'est le conseil de respecter le mécanisme de lecture. Mais si on la regarde bien, seule la première proposition, le mécanisme de lecture est un mécanisme complexe, est à peu près indiscutable. Je pense qu'on sera tous d'accord là-dessus. Confronté à un texte, le cerveau recherche des ensembles de sens et il les interprète. Mon Dieu, qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire? Au mieux, c'est une banalité. Si ça se réfère à quelque chose de précis, j'ai pas mal travaillé sur la cognition en lecture, je ne vois pas exactement ce que l'on entend par là. Et la troisième et dernière proposition, donc la seconde est assez tautologique, et la troisième, on remarque qu'elle n'est pas fausse, rien de tout ça n'est vraiment faux, mais on remarque qu'elle pourrait s'appliquer à n'importe lequel des conseils donnés. Lorsque vous faites des phrases trop longues, vous freinez le mécanisme de lecture. Lorsque vous utilisez des mots compliqués, vous freinez le mécanisme de lecture, etc., 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 etc. Et ceci pour aboutir à la structure traditionnelle de ce genre de conseils, c'est-à-dire la prescription et le mauvais exemple et le bon exemple. Faites, ne faites pas, bon exemple, mauvais exemple. Alors, l'autre aspect est également compliqué, et j'ai toujours un peu de scrupule à adopter une position critique, quoi qu'elle soit nécessaire vis-à-vis de ces efforts, parce qu'une fois encore, ils sont remarquables et ils sont utiles. Donc, c'est un petit peu facile de parler d'une façon universitaire, de considérer de haut en bas tout ce travail qui a été fait, qui est un travail efficace, relativement pertinent, mais comme on va le voir, qui pourrait poser des problèmes à l'avenir, qui en pose déjà actuellement et qui pourrait en poser à l'avenir. L'autre problème ne procède pas, n'est pas relatif à la cognition, mais aux dimensions sociales de l'interaction discursive. Le présupposé traditionnel de l'éthos administratif, de la position du locuteur administratif, je dis l'éthos, ça nous renvoie d'ailleurs en rhétorique à ce qu'on appelait la potestas ou l'auctoritas de l'orateur, ainsi que la gravitas, la dignitas, c'est l'idée que quand l'administration parle, elle s'attend à être entendue. Il est d'ailleurs symptomatique, même si c'est logique et raisonnable, que la plupart
des préoccupations vise la correspondance qui a une vocation extrêmement utile, enfin supposée avoir une vocation utile pour ceux qui la reçoivent, où les pages web ou des gens qui ont déjà un besoin d'information vont trouver ce qu'ils cherchent. On verra que ça ne représente qu'une toute petite partie, logiquement, de la communication entre l'État et les citoyens. Toujours est-il que utiliser l'information dont il a besoin, ce que je lis, moi, dans les guides, et ce que j'ai entendu d'ailleurs dans les journées précédentes, c'est l'idée toujours qu'il convient d'énoncer le message de façon à ce que les gens le comprennent immédiatement, afin de faire les tâches que nous lui demandons. C'est donc toujours une idée de transmission optimisée du sens au destinataire. Ça n'est pas absurde, mais ça pourrait être insuffisant. Je reviendrai là-dessus. En somme, pour éviter une longue étude de corpus et pour résumer des choses qui ont été largement dites au cours des interventions précédentes et qui avaient déjà été également largement dites sous d'autres angles par le passé, la mouvance de la simplification du langage est avant tout un mouvement profondément empirique. Il est empirique en termes opératoires, en termes de conduite à tenir, parce qu'il vise essentiellement, il repose essentiellement sur la transmission de conseils canoniques que nous connaissons tous, utilisez des mots simples, utiliser des mots simples, c'est très contestable d'un point de vue psychologique. Faites des phrases courtes, ça pourrait être contesté aussi, etc., etc. Éviter les tournures passives, on connaît tous ça, qui se retransmettent identiques d'un manuel à l'autre depuis au moins les années 50. Ensuite, et c'est plus gênant, il y a par-dessous une représentation un peu condescendante des publics, comme des gens un peu attardés, un peu simplets, que nous devons guider avec ce côté Daddy knows best, et qui ne correspond absolument pas, ou qui correspond assez mal à ce que l'on sait du public. On pourrait se demander si la doxa de la rédaction administrative se concentre sur une image du lecteur défaillant, ce qu'on appelle un déficit modèle. Il y en a, mais est-ce qu'il représente la totalité du public à une époque où les niveaux d'études ont prodigieusement monté au cours des dernières décennies et où la capacité de compréhension du public est invariablement supérieure, j'ai pu l'étudier dans d'autres cadres comme celui des médias, de la presse écrite, invariablement bien supérieure à ce que pensent les rédacteurs. Peut-être que le problème n'est pas là, ou pas seulement là. Cela dit, cette conception de haut en bas, elle peut avoir des inconvénients inverses. J'ai extrait de mon bêtisier, de ma collection d'horreurs communicationnelles, deux lettres, 2 messages. Celui-ci est l'un des rares qui ne m'ait pas fait rire. Enfin si, il m'a fait rire un petit peu, parce que la jeune fille, la jeune décrocheuse dont il était question avait en fait suivi sa famille au Canada, c'était il y a une quinzaine d'années, et qu'elle a maintenant 2 maîtrises, donc 2 masters pour nos amis français. Donc je ne pense pas que les craintes du signataire soient fondées. Mais si elle m'a mis un tout petit peu en colère, c'est que j'ai essayé d'imaginer une grande partie des personnes susceptibles de recevoir ce genre de message. On sait par les mécanismes de la reproduction qu'en moyenne statistique, ce sont plutôt des gens qui sont dans des conditions socio-économiques difficiles, parfois des familles monoparentales, etc. Et j'essaye d'imaginer, mettons, une mère de famille monoparentale qui a des difficultés avec ses enfants et à qui un haut fonctionnaire qui avait certainement reçu, lui ou son service, l'une des 10 000 trousses de simplification administrative de la COSLA, c'est-à-dire l'organisme en France qui cherchait à simplifier le langage administratif, qui tient à lui informer d'abord des priorités ministérielles, interministérielles, ensuite de sa propre nomination, avant de lui indiquer qu'elle a la possibilité de se rapprocher de la plateforme dont les coordonnées sont jointes à ce courrier. C'est un échec qui n'est pas seulement un échec langagier, mais qui est un échec en termes de pertinence cognitive.
Il faudrait convoquer ici la théorie de la pertinence de Sperber et Wilson, mais ça nous prendrait trop de temps. Alors, est-ce que ces choses-là ont évolué grâce à tous ces conseils? Voyons un autre exemple qui n'a évidemment aucune portée statistique, mais qui est révélateur de quelque chose. Par exemple, Transport Canada s'est donné la peine de faire un résumé en langage simple. Voilà une excellente chose, d'un règlement qui concerne justement les personnes confrontées à un handicap. Quand on fait un résumé en langage simple, il est certain qu'on réfléchit à ce qu'on fait. Et voilà donc ce résumé en commençant par l'introduction. On imagine que, là encore, les personnes handicapées qui prennent les transports en commun n'ont qu'une envie dans la vie, qu'une hâte dans la vie, c'est de savoir quelles sont les missions de l'OTC et ensuite qu'on leur explique quelles sont les différentes formes de transport. Pourtant, le langage est clair, l'effort d'exemplification est évident. Pour éviter quelque chose d'abstrait comme les services de transport, on va dire ce que c'est que les services de transport. Le résultat est simple, clair, et comme pour nos deux personnages dans le ballon tout à l'heure, tout à fait dépourvu d'une quelconque utilité. En revanche, au quatrième paragraphe, à la quatrième section du document, les personnes handicapées qui seraient arrivées jusque-là pourront découvrir qu'ils bénéficient de nouveaux droits. Ces choses-là sont-elles représentatives de l'évolution du langage administratif? Je crois qu'elles le sont un petit peu entre les deux versions de la lettre française et de ce message canadien. Parce qu'elles montrent que l'effort porté sur le langage, l'effort porté sur la clarté, sur l'exemplarité, enfin sur l'exemplification des concepts abstraits, etc., en soi est parfaitement vain. Une seconde forme d'empirisme est ce qu'on pourrait appeler l'empirisme structurel, c'est-à-dire celui des comités des décideurs, celui des consultants, celui des praticiens, c'est-à-dire qu'il s'agit de produire des textes qui marchent tant bien que mal, mais une fois encore, sans forcément avoir un modèle de lecteur qui s'alimente des connaissances contemporaines en sociologie des pratiques, en psychologie de la lecture, qui pourrait éclairer ce modèle de lecteur et qui pourrait le fonder. L'image, là, c'est le comité pour la réforme du langage administratif, le fameux COSLA français, qui comprenait un grand nombre de hauts fonctionnaires, qui comprenait un grand nombre de représentants d'associations d'usagers, mais le comité pour la simplification ne comprenait aucun spécialiste de la compréhension et aucun spécialiste des usagers. C'est-à-dire qu'on imagine que la pratique peut suffire à résoudre des problèmes pratiques. Et comme je l'ai dit, et je veux insister là-dessus, elle y parvient un peu. La question, c'est est-ce qu'elle y parvient assez ou comment est-ce qu'elle pourrait y parvenir mieux? La dernière forme d'empirisme, c'est l'empirisme évaluatif, puisque on ne s'alimente pas aux connaissances scientifiques disponibles, à l'état des recherches. Comment savoir si on fait un bon travail? On va le savoir, par exemple, en testant, en retestant et en testant énormément ce qu'on a produit auprès des utilisateurs eux-mêmes. Là encore, c'est une excellente pratique, mais là encore, il serait très long, enfin, il serait un peu long, j'espère qu'il y aura une question là-dessus, d'expliquer pourquoi c'est terriblement insuffisant. C'est terriblement insuffisant et ça peut conduire, ça a de grandes chances de conduire à de sérieuses erreurs d'appréciation. Et l'empirisme est également dans la bataille des critiques du plain language et de ses justifications. La critique du plain language, c'est vous n'avez pas de preuves empiriques que ça fonctionne. Les justifications, c'est si nous commençons à en avoir. Et effectivement, il y en a, c'est-à-dire que dans certaines situations, ça marche. Dans d'autres situations, ça ne marche pas. Pourquoi est-ce que ça marche dans certains cas et pas dans d'autres? C'est l'exemple de la lisibilité. Pourquoi est-ce que toutes les expériences qui ont été menées sur la lisibilité
fonctionne parfaitement dans certains cas et échoue totalement dans l'autre? Pour répondre à cette question, il faut connaître les autres variables qui interviennent. Pourtant, contrairement à ce qu'on pourrait croire, le champ de la simplification administrative n'est pas étanche à l'influence épistémologique des recherches sur la compréhension et le public. Si on prend les sortes de 3 vagues que j'ai suggérées, on remarque qu'elles reproduisent toutes, plus ou moins, mais avec 20 ou 30 ans de retard, l'état des modèles scientifiques en communication. L'idéologie de la transmission, c'est le modèle de l'aiguille, le modèle de la propagande de Laswell, l'idée qu'on peut injecter des opinions, des connaissances, si on trouve les bons termes pour ça et les bons cadeaux. C'est aussi le modèle du code de Shannon et Weather, où tout est question de code, d'encodage et de décodage. Donc un modèle très textocentrique, on dirait. Le problème de la réception rejoint l'essor des cultural studies, c'est-à-dire la période dans les années 70, rejoint en 1990 et ensuite, les travaux qui ont montré que les gens bricolaient leur propre culture, transformaient les messages, les adaptaient à leurs besoins, etc., etc., et rejoint les travaux sur ce qu'on appelait les usages et gratifications, qui appelaient à changer le focus de qu'est-ce que les médias font aux gens par qu'est-ce que les gens font avec les médias. Un autre parallèle, c'est que le mouvement des usages et gratifications reposait exclusivement avec de gros problèmes théoriques, comme ils l'ont toujours reconnu, c'est-à-dire qu'ils n'avaient pas de modèle pour fonder leurs expériences, et c'était un mouvement dont les sources étaient essentiellement expérimentales, beaucoup de tests. Vous faites sans doute des focus groups, par exemple des groupes à usage restreint. Sachez que la méthodologie du focus group a été développée par le mouvement des usages et gratifications. Et enfin, au tournant des années 2000 ou un peu auparavant, les connaissances sur les pratiques et les publics se sont hautement complexifiées et les problèmes de la communication administrative se sont complexifiés aussi, comme vous le savez bien. Est-ce que ça veut dire que, en fin de compte, les connaissances scientifiques arrivent par une sorte de porosité à influencer les pratiques en matière de simplification administrative? C'est peu probable. Ce qui est plus probable, c'est que les travaux universitaires et les pratiques de simplification sont elles-mêmes déterminées par une autre variable qui est l'évolution sociale, le Zeitgeist, comme disent les Allemands, c'est-à-dire l'évolution des attentes de la société et, grosso modo, des convictions de la pensée à un moment donné. Ce qui nous ramène à une question initiale, comment se fait-il que tous ces mouvements soient partis d'une façon aussi spectaculaire, ce buissonnement d'efforts pour la simplification dans les années 70, alors qu'il y a des décennies, si ce n'est des siècles, qu'on appelait à simplifier les documents, à simplifier les communications, et tout d'un coup, ça n'avait jamais vraiment marché, et tout d'un coup, dans les années 70, c'est devenu quelque chose d'important. Parce que les années 70, c'est celle de la promotion de l'individu contre le système, c'est celle de la contestation des choses qui viennent d'en haut, la mise en cause de l'autorité. Et c'est plausiblement, j'en suis pas sûr, c'est une hypothèse, mais c'est plausiblement ce qui peut expliquer que tout d'un coup, dans les années 70, le système, comme on disait à l'époque, comme disaient Foucault et d'autres, le pouvoir, ou en tout cas l'autoritas, aurait dit les rhéteurs, se soit préoccupé de sa réception. Bien entendu, à partir des années 2000, les nouvelles technologies de l'information et de la communication ont profondément bouleversé les rapports au message. Et ça, c'est quelque chose que, dans la plupart des administrations et dans tous les pays, on essaye de prendre en compte, mais toujours d'une façon extrêmement empirique, par une sorte de réaction en testant, etc., etc., etc. Ce qui, une fois encore, est mieux que rien, mais peut poser des problèmes. Quelle est-elle, cette troisième vague de défis
telle que l'illustre les recherches, mais qu'on la connaît tous de toute façon, parce qu'on en parle suffisamment dans les journaux et ailleurs, elle a beaucoup, beaucoup de caractéristiques. La surabondance des contenus, qui conduit à une crise de l'attention, qui fait que vous pouvez toujours faire des choses sur votre site web, mais la plupart des gens ont mieux à faire que de le consulter. La multiplication, on le sait bien, des locuteurs dans l'espace public, dont on a souvent plus envie de suivre les avis que ceux des sources légitimes traditionnelles, qu'elles soient gouvernementales, journalistiques ou universitaires. La polarisation des attitudes, la suspicion vis-à-vis des avis contraires, les effets de chambre d'écho, etc. Le fait que la communication va beaucoup, beaucoup plus vite et que la communication institutionnelle doit parfois réagir à un rythme très différent de sa temporalité des années 60 ou 70. La dépréciation des normes, de niveau, de qualité du langage. Par exemple, au Canada, les médias se font accuser de parler comme les snobs de Radio-Canada, c'est-à-dire pas comme les vrais gens. Et évidemment, pour un fonctionnaire, pour un rédacteur, il est très difficile de se mettre tout d'un coup à parler comme les vrais gens sur un site web ou dans une lettre. Et de conformation aux usages, etc., etc., dont un sur lequel on peut s'attarder. Le dernier, c'est que plusieurs travaux d'ethnologie de la communication ont montré que du fait de l'usage des smartphones, etc., les gens faisaient de moins en moins de distinction entre les différents contenus auxquels ils accédaient. Ils ne reconnaissent pas forcément qu'ils sont sur un site gouvernemental ou un site médiatique ou tout autre site parce qu'ils se ressemblent tous plus ou moins graphiquement. Il est très, très difficile de différencier une colonne de texte d'un site sur l'autre. Donc c'est ça le troisième contexte social, pourrait-on dire, pour évidemment accentuer les contrastes entre des périodes, on parle d'un continuum, auquel est confrontée la communication administrative. Et on en a tous, je pense, en tête l'exemple avec le cas actuel de la Covid, où l'on sait qu'une partie très importante de la population refuse de se faire vacciner ou discute les gestes barrières, et on a l'impression que ce sont juste des imbéciles complotistes. Or, les quelques études qu'on a montrent que ça n'est pas si simple que ça, que beaucoup de gens se posent des questions dont ils ne trouvent pas la réponse, que beaucoup de gens ont acquis une certaine méfiance vis-à-vis du gouvernement et des compagnies pharmaceutiques, etc., ce qui n'est pas forcément absurde. L'esprit critique n'est pas forcément absurde. Bref, on a tendance à regarder comme totalement défaillants des gens auxquels peut-être, et je pense aux hésitants et pas à ceux qui sont radicalement opposés, des gens à qui peut-être on n'a pas été capable de parler. Pour en donner un exemple concret, souvent le monde universitaire et les colloques montrent un petit décalage, le temps de la recherche entre les phénomènes empiriques et le moment où on les présente. Moi, je vous propose de vous présenter quelque chose que j'ai trouvé ce matin dans le journal en lisant mon café. On ne dira pas que ça n'est pas frais. Nous sommes là face à une insuffisance manifeste de la communication administrative qui ne touche pas forcément des personnes particulièrement rebelles, mais simplement qui concerne une attitude de la parole administrative, un ton de la parole administrative, qu'une grande partie de la population croissante n'est plus prête à accepter. Cette parole, c'est on te dit ce que tu dois faire, on te dit ce que tu vas faire, on ne te dit pas pourquoi. On te donne les informations dont on estime que tu as besoin. Pas forcément celles que tu recherches, toi.
La résultante étant que les gens se reportent sur les réseaux sociaux, sur leur propre réseau, et que la défiance vis-à-vis de la parole administrative, le manque de confiance face à un locuteur qui paraît ne pas vous écouter, c'est peut-être injuste, mais c'est comme ça, s'accroît. Et on n'a aucune raison de penser qu'elle ne va pas s'accroître encore plus dans l'avenir. Alors, quelle est la solution pour ce genre de choses? Est-ce que c'est de faire des phrases encore plus courtes, d'utiliser des mots encore plus courts? Ou est-ce que ce genre de situation, celle du contexte actuel de la communication, n'interroge pas d'une façon beaucoup plus brutale, plus radicale, les présupposés, les fondements de la communication administrative? Ces fondements, curieusement, j'avais l'occasion, il y a quelques années, de les étudier de près en profitant de l'une des plus grosses campagnes de communication gouvernementale qu'il y ait jamais eu en France. C'était celle de l'euro. Il ne s'agissait pas seulement de convaincre, mais d'informer. Il s'agissait de faire un apprentissage, il s'agissait d'expliquer, il s'agissait d'accentuer la dimension pédagogique. Et pour ça, je n'ai pas le temps de vous faire le détail, mais l'arsenal qui a été mobilisé, des dépliants, des lettres, des publicités, était absolument colossal et a duré pendant des années. Mais je m'excuse, mais Oui. nous avons déjà passé les 30 minutes. Alors, Ah, d'après mon chrono, il me reste 2 minutes et 15 secondes. Bon. J'ai le 15h45. Je termine. C'est bon. Ok, excuse-moi. Bref, on a un suivi statistique sur une période parce que le public était sondé très très souvent. Et effectivement, les connaissances factuelles du public se sont renforcées considérablement. Mais il s'est produit quelque chose de pratiquement sans précédent. D'habitude, quand les connaissances du public s'accroissent, son jugement sur les phénomènes se rapproche du jugement des spécialistes. Et pour la première fois ou presque, ça ne s'est pas produit. C'est-à-dire que la confiance vis-à-vis de l'euro n'a absolument pas progressé au rythme des informations qui étaient soumises. Pourquoi? Parce que toutes ces informations visaient à lui dire des aspects techniques, quel va être le taux de change, qu'est-ce qu'il faudra faire de ces anciens francs, comment ça va se passer, et des informations axiologiques. L'euro, qu'est-ce que c'est bien? L'euro, qu'est-ce que c'est chouette? L'euro, c'est super. Mais à aucun moment, dans tous les documents que j'ai examinés, on ne s'est donné la peine d'expliquer aux gens pourquoi est-ce qu'on passait à l'euro, quelles étaient les raisons qui motivaient ce choix. On leur a dit ce qu'il fallait faire et on leur a dit que c'était bien. Et curieusement, ça avait déjà été remarqué avant par la psychologie sociale. Ils manifestent des efforts adaptatifs qui paraissent tendre à ce que ces gens puissent accéder à la compréhension, mais le contenu de ce qu'ils communiquent se restreint et se limite aux questions opératoires, ce qu'il faut faire, et normatives, ce qui est bien ou mal. Ce qui est très troublant, c'est que cette observation-là de Bernard Rimet, il rapportait une recherche qui avait été faite auprès des infirmiers en milieu psychiatrique. Ce qu'on appellerait, dans le langage de l'époque, parler au peuple comme à un taré. Vous voyez que c'est bien une attitude dans la façon et une compréhension du public et une attitude dans la façon de lui parler qui pourrait être en jeu et qui va l'être de plus en plus. Je vous passe Platon, Phèdre, qui reprochait aux rhéteurs classiques de ne pas, cette fois c'est fini, de ne pas savoir quelle était la cause de leurs préceptes. Elle ne peut rendre compte ni du destinataire, c'est-à-dire du lecteur, ni des contenus de ses propres recettes selon leur nature effective, et la cause qui font qu'elles fonctionnent ne figure pas dans leur énoncé. Voilà à peu près les observations que je voulais partager avec vous. Je pense que tous les éléments dont on dispose nous montrent que la communication publique n'a pas fini avec sa mutation depuis sa logique technocentrique, je ne devrais pas utiliser des mots trop compliqués pour moi, et sa volonté de transmission pure. Elle n'a pas fini sa mutation vers son optique plus communicationnelle et que déjà une troisième vague de problèmes s'approche et que ces problèmes-là, elle ne pourra pas y faire face sans un effort théorique tout à fait considérable pour
comme aurait dit Socrate, faire en sorte que la cause puisse, élément après élément, figurer dans l'énoncé des préceptes dispensés. Je vous remercie. Merci. Alors, des questions, j'en ai une, je ne sais pas si tu voulais... alors, j'en ai une, un spectateur anonyme. Pour éviter de commencer des textes administratifs avec de l'information peu utile pour les destinataires, pourrions-nous simplement nous inspirer de l'écriture journalistique, c'est-à-dire commencer par l'essentiel pour ensuite compléter le texte avec des informations complémentaires ou secondaires? Oui et non. D'abord, il se trouve que j'ai également travaillé sur ce à quoi vous vous référez, ce qu'on appelle le summary lead ou l'attaque récapitulative et la pyramide inversée. Toutes les expériences montrent qu'elles marchent très très mal. Je serais obligé, ça prendrait trop de temps à développer. J'ai fait une publi là-dessus qu'on doit pouvoir trouver sur le web. Et puis surtout, ça supposerait une différence de posture qui ferait du rédacteur administratif, du chef de projet administratif, un expert reconnu, et c'est pour ça que je parlais d'empirisme institutionnel ou du système, etc., c'est que le décideur, c'est un haut fonctionnaire, c'est un ministre, ce sont des hommes d'appareil qui ont une posture, pour qui les rédacteurs sont des gens chargés de rédiger. Les rédacteurs ne sont pas chargés de lui dire comment le ministère doit communiquer. Donc, il y a un problème de rôle, c'est par exemple ce qu'Isabelle a commencé à explorer, et on en aimerait plus avec l'analyse de mandat, etc., etc., c'est l'éthos de la rhétorique classique, c'est la posture de celui qui parle. Le rédacteur administratif n'a pas forcément les connaissances nécessaires pour être reconnu comme un expert au même titre qu'un architecte ou qu'un médecin. Et de ce fait, sa capacité à changer le ton de la correspondance administrative est limitée. Elle se fait à la marge petit à petit. Voilà donc deux raisons pour lesquelles ce serait peut-être mieux, mais ça resterait très limité. Véronique, une question, toi de ton côté? Moi, j'avais une question ou un commentaire. Tu dis que les tests utilisateurs sont extrêmement sommaires pour permettre une évaluation quelconque. Tu n'as pas parlé de l'ensemble des évaluations croisées qui sont faites depuis quand même de nombreuses années, quand on sait que, par exemple, pour évaluer l'efficacité ou la qualité ou la compréhensibilité ou l'intelligibilité d'un document quelconque, on passe à la fois par une évaluation experte, qui est interjuge avec des spécialistes, des tests utilisateurs, une évaluation automatique de la lisibilité, plus une enquête terrain auprès des agents d'information qui sont au service à la clientèle, qui, à longueur d'année, reçoivent les commentaires, les plaintes de l'ensemble du public. Quand on prend 4 ou 5 sources de données, on les croise et qu'on arrive à dégager des problèmes assez fréquents, il me semble que ce n'est pas si réducteur que ça comme type d'évaluation, non? Non, ce n'est pas réducteur, c'est efficace et mieux on le fait. Et par exemple, chaque fois qu'on ajoute, qu'on croise une nouvelle source de données, on affine ce qu'on est en train de mesurer. Ce à quoi je me référais, c'est le test usager pour deux bonnes raisons. La première, c'est qu'il y a peu de chances sur un nombre limité d'usagers que l'on tombe sur celui qui avait un besoin différent. Et surtout, toute une série d'expériences de psychologie en conditions contrôlées très solides ont montré que les gens ne comprennent pas qu'ils ne comprennent pas. C'est une expérience qu'on fait tous en termes d'universitaires. Combien d'étudiants, combien de fois êtes-vous confrontés à des mécompréhensions de ce que vous dites aux étudiants ou de ce que vous leur demandez dans un examen? Il est très difficile de comprendre qu'on ne comprend pas. C'est une des raisons. Mais oui, ça fonctionne. Une fois encore, je ne voudrais pas avoir l'air d'être condescendant en disant tout ça, c'est n'importe quoi, c'est nul. Non, c'est bien. J'essaye de mettre en avant les voies de développement et les défis considérables qu'elles représentent pour constituer une véritable expertise, c'est-à-dire, pour reprendre Socrate ou Aristote, une expertise capable de dire voilà pourquoi ça fonctionne. C'est un petit peu actuellement comme si on s'engageait dans un programme spatial à partir de tests. On va tester c'est-à-dire sans avoir de physique, sans développer un savoir en physique, mais en testant des fusées jusqu'à ce que ça marche. Très bien, mais quand la fusée ne marche pas, on ne sait pas forcément pourquoi ça ne marche pas. Et on va finir par faire toujours la même fusée parce qu'on ne saura pas forcément comment la faire évoluer. Est-ce que c'est plus clair comme ça?
Ben, d'où l'importance de croiser. Je pense que les tests utilisateurs en soi, c'est une chose, mais ils sont extrêmement utiles et complémentaires avec d'autres sources d'évaluation. Mais on ne peut pas dire qu'ils ne sont pas intéressants et pas pertinents parce que justement, ils n'ont pas pour but au départ, quand on a un échantillon si restreint, ils n'ont pas pour but d'avoir une représentativité universelle des On gens. est bien d'accord. Ils ne sont inquiétants que quand on leur donne trop de confiance, mais ils sont extrêmement utiles et tout à fait pertinents. Cela dit, demandons-nous pourquoi est-ce que, par exemple, aucune recette marketing, aucun test marketing n'a permis de formater un best-seller dans le monde de l'édition a priori, mais qu'on ne les constate qu'a posteriori? Ben, forcément, puisqu'ils ne s'adressent pas à l'ensemble du monde. Pour moi, ça va de soi. Un best-seller va être un best-seller pour une certaine partie des gens, mais pas pour tous de la même façon. Donc, c'est la même chose. C'est pas pour ça, mais bon. Bon, il y a une question alors ici. Devant tout ce que vous dites, je me demande deux choses, Amélie Bourret. Avez-vous déjà participé à des tests utilisateurs? Et deux, quelles sont les solutions pour communiquer clairement selon vous? Alors, il se trouve que j'ai été le directeur de la recherche des éditeurs de presse français. Je n'ai pas personnellement travaillé sur des tests utilisateurs directs, j'ai travaillé sur des recherches. En revanche, j'ai travaillé sur des répondants. Et notamment, j'ai dirigé la plus grosse étude multifactorielle sur les raisons pour lesquelles les gens lisent ou ne lisent pas les journaux. Et tout ce que je vous raconte là, même si je l'ai fait d'une façon un peu brutale et rapide, est largement fondé sur la recherche, également sur les masterclass, etc., etc. Ceci dit, et je l'ai souligné à plusieurs reprises, je suis préoccupé par le caractère brutal de ce que peuvent avoir mes assertions dans la mesure où je devais les condenser en 30 minutes. J'ai essayé d'insister là-dessus. Ce qui a été fait, c'est bien. Faire mieux, ça va devenir très, très difficile parce qu'on arrive aux limites de l'empirisme. Ensuite, y a-t-il des recettes? Oui, avoir un meilleur modèle. Là, vous essayez pas, mais sans le savoir, vous me poussez à faire de la pub pour mes propres travaux dans mon dernier livre qui parle des facteurs qui conditionnent la valeur d'une information pour un destinataire, qui s'appelle justement la valeur de l'information. Ce n'est pas très créatif comme mot, et qui, depuis 2 mois après sa parution, est maintenant en libre accès en format PDF. Donc, si vous avez envie de vous taper 450 pages, vous y trouverez, je crois, de quoi fonder des recettes qui sont scientifiquement fondées et tout à fait efficaces. Alors, merci. J'ai une autre remarque. Oui, ce n'est pas une question, c'est une remarque. Donc, une remarque d'Éric Tortochot. Merci de cette présentation éclairante. Ce que vous abordez rejoint le principe des discours constituants, selon lequel ceux qui détiennent un savoir instaurent un propos comme une vérité scientifique non sourcée, non vérifiée, non constituée préalablement. Dominique Manneau et Frédéric Cossouta, 95. Oui, il a été remarqué plusieurs fois, par exemple, le très petit nombre de citations dans les corpus. Je crois qu'Adeline Muller l'a remarqué ce matin, d'autres l'ont remarqué avant. Je l'avais remarqué dans ma grosse étude de 2000 sur 50 manuels de rédaction. Grosso modo, les manuels de rédaction se citent entre eux, mais ne citent pratiquement aucune des connaissances qui pourraient être pertinentes parce que ça suppose un énorme effort. Il ne faut pas croire que c'est une sorte de supermarché où il n'y a qu'à aller se servir pour trouver des recettes qui marchent. Malheureusement, c'est plus compliqué que ça. De même que si vous voulez arrêter de lancer des fusées à partir de tests, mais que vous avez envie de savoir comment fonctionne la physique, vous ne trouverez pas, enfin si, vous trouveriez peut-être, mais bon, ma métaphore ne conduit nulle part, je m'arrête. Merci beaucoup pour ces réponses. Moi, j'en ai pas d'autres. Une dernière... Non? Alors, il est 15h58. Je pense que, à moins que Bertrand veuille nous dire un dernier petit mot, je pense qu'on va terminer. Bertrand, le mot de la fin? Oh, je crois que j'en ai dit, déjà beaucoup trop, mais on est quand même face à un dilemme qui est terrible, qui est d'un côté de saluer les efforts qui ont été faits, l'engagement des rédacteurs, de ceux qui les aident, etc., y compris de certains consultants, pas tous, parce que j'ai vu de ces bêtises, mais d'un certain nombre de consultants, et le fait de se dire d'un point de vue scientifique, voyons, ça n'a aucun sens, ça ne peut pas fonctionner indéfiniment, ça peut fonctionner pour les aspects simples, mais il y a d'autres aspects beaucoup plus compliqués, et qu'on le veuille ou non,
Ces aspects beaucoup plus compliqués, on le voit dans l'espace public, on le voit avec la Covid, vont devenir de plus en plus présents et on n'ira pas loin avec faire des phrases courtes. Ah, certainement que c'est plus complexe que ça, mais c'est là qu'on voit que tout le monde y travaille encore, je pense, pour essayer de faire en sorte quand même qu'on améliore la vie des citoyens et que je pense que la plupart des gens comme nous ne pensent pas pareil ou au contraire, on s'adresse à des intelligences, mais à des gens qui peuvent avoir des difficultés, notamment pour la littératie numérique, comme ça nous arrive tous quand on essaie de payer à une borne fontaine puis qu'on n'y arrive pas. C'est moins évident, si tu le permets, Isabelle. Il faut, par exemple, nous le savons tous, il faut faire un effort constant pour ne pas juger la réception moyenne de nos étudiants à travers la réception des plus faibles d'entre eux. Nous connaissons tous ce sentiment. Il y a les informaticiens, apparemment les TI, ont beaucoup de mal à considérer leurs usagers autrement qu'à travers l'idée qu'ils ont des plus faibles de leurs usagers. De façon générale, tout locuteur qui a une compétence a une tendance, ça a également été montré en psychologie sociale, à sous-évaluer gravement son public. Or, la plupart des gens sont tout à fait intelligents, mais le problème pour un enseignant comme pour un rédacteur administratif, c'est qu'il faut les servir tous, à la fois ceux qui ont parfois des difficultés de compréhension et à la fois ceux qui ont des attentes cognitives beaucoup plus élevées, des attentes de sens, des attentes d'explication. Mais généralement, tous les gens, quel que soit leur niveau, aiment qu'on leur explique pourquoi quelque chose doit être fait. On aime comprendre. Je pourrais l'illustrer, ce serait un peu long. Non, alors je te remercie beaucoup. Je pense qu'aussi un des dangers, c'est de se projeter soi-même dans son lectorat. Je pense qu'il y a beaucoup de rédacteurs qui imaginent que le lecteur est leur double. Alors ça peut être aussi... c'est l'effet inverse, c'est vrai. Alors, ça arrive beaucoup aussi. Alors, je te remercie infiniment, Bertrand, pour cette conférence qui arrivait bien tard pour nos amis européens et que je remercie d'avoir été là jusqu'au bout. Merci mille fois. On se retrouve demain pour la 3e et dernière journée du colloque. Merci à Bertrand Labasse, merci à Véronique, merci à Roxane et à Raymond et merci à tous les participants. À demain. Merci.